Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration visuelle. Aujourd'hui, on plonge dans une œuvre d'une puissance absolue, quelque chose de vraiment tactile, presque percussif même. On va parler de l'artiste contemporain cubain Juan Roberto Diago Durruti, qu'on appelle tout simplement Roberto Diago. À travers ce parcours, on va décoder ensemble son langage qui est super brut et surtout, on va voir comment il arrive à transformer de la simple matière physique en une véritable mémoire historique. Allez, c'est parti. Alors, pour bien démarrer, penchons-nous sur cette phrase « Je suis Maras, mon histoire ». C'est pas juste une belle citation balancée comme ça pour faire joli, c'est carrément le socle de toute la démarche de Diago. C'est une revendication ultra puissante qui enracine absolument tout son travail dans l'identité afro-cubaine et la mémoire historique. Il parle depuis une position super assumée et il n'hésite pas à envoyer valser les canons esthétiques traditionnels pour imposer sa propre narration, qui est, disons-le, très viscérale. Première grande étape de notre parcours, l'héritage et la filiation. Pour vraiment saisir cette esthétique si frappante, il faut faire un petit bond dans le temps et retracer son parcours à La Havane. Et là, l'histoire de Diago est marquée par un double héritage assez incroyable. D'un côté, il porte le nom de son grand-père, Roberto Diago Querol, qui n'est autre qu'une figure incontournable de l'avant-garde cubaine des années 1920. Mais de l'autre côté, Diago, lui, né en 1971, et grandit dans le quartier de Pogolotti, un quartier très pauvre et marginalisé de La Havane. Et malgré cette réalité franchement rude, il s'en sort brillamment et décroche son diplôme de la fameuse Académie San Alejandro en 1990. Et c'est exactement ce choc, ce contraste énorme entre une haute culture intellectuelle familiale et la rudesse brute de la rue, qui va forger sa vision du monde. Ce qui illustre parfaitement cette vision, c'est la façon dont il s'inscrive dans la lignée des grands maîtres cubains, tout en inventant un langage bien à lui, beaucoup plus subversif. Il va littéralement puiser dans la cosmogonie afro-cubaine de Wilfredo Lam, il va absorber toute cette tension sculpturale très charnelle d'Agustín Cardenas, et il va même intégrer le côté rituel d'un Manuel Mendive. Mais attention, il ne se contente pas de les copier, pas du tout. Il digère ces influences, il les métabolise pour créer une vraie critique visuelle urbaine ancrée dans notre époque. Et ça, c'est ce qui provoque un basculement majeur dans son art. Il tourne le dos aux beaux-arts classiques pour n'utiliser que des matériaux pauvres trouvés dans la rue. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, la poétique de la récupération. Observons bien la différence. D'un côté, on a l'attirail classique, habituel, des beaux-arts. Et de l'autre, l'univers de Diago. Du métal rouillé, de la vieille toile de jute, du plastique, des palettes industrielles. Il faut savoir qu'au départ, ce n'était pas vraiment un choix créatif, c'était une contrainte absolue. Au début des années 90, avec l'embargo économique qui s'intensifie sur Cuba, trouver de la peinture ou des toiles classiques, c'était mission impossible. Alors, poussé par la nécessité, Diago s'est mis à ramasser ce qui traînait dans les rues de son quartier. Mais cette urgence matérielle, elle ne l'a pas limitée, bien au contraire. Elle s'est très vite transformée en une véritable identité artistique. Et le truc fascinant, c'est que chaque matériau est chargé de sens. Prenons le bois calciné. Ce n'est pas juste là pour la texture. Ça crie le labeur manuel, la sueur, la survie au quotidien dans ces quartiers périphériques. Le métal rouillé, lui, c'est le temps qui détruit tout, la fragilité de nos structures humaines. Et la toile de jute, eh bien, elle devient carrément le substitut direct du corps humain. En fait, ces matériaux de récupération agissent comme une sorte d'archive géante du vécu et de la marginalité. Et cette façon de faire corps avec la matière va nous mener vers quelque chose d'encore plus profond, où entrent en jeu des mots très forts comme calcination et lacération. Passons donc à la troisième partie, l'esthétique de la cicatrice. Alors, le point crucial pour vraiment comprendre son œuvre, c'est ce concept de chelloïde ou de stigmate. La chelloïde, c'est cette cicatrice boursouflée qui marque la peau de façon permanente. Chez Diago, c'est une métaphore d'une puissance inouïe. Ça représente ni plus ni moins que le traumatisme indélébile du colonialisme, de l'esclavage et de la ségrégation systémique. La toile ou le panneau de bois n'est plus juste un support matériel, c'est un corps humain métaphorique, un corps vivant qui, littéralement, refuse d'oublier la violence de l'histoire. Et pour rendre ça visible, l'artiste ne ménage pas ses œuvres. Il va littéralement agresser physiquement les surfaces. Il y va à grands coups de lacération, de coutures grossières faites avec de la corde, d'incisions profondes et même de brûlures. C'est du néo-expressionnisme à l'état pur. Un traitement presque épidermique. Toutes ces cicatrices, toutes ces coutures, elles viennent exposer au grand jour une douleur enfouie. Chaque création devient une sorte de chair à vif, une véritable peau historique qu'on a essayé de recoudre un peu à la hâte. Maintenant, pour mettre les choses en perspective, il y a un paradoxe socio-économique assez fou qu'on se doit de souligner. Ces œuvres, qui sont fabriquées, rappelons-le, à partir des déchets des bidonvilles cubains, s'arrachent aujourd'hui à prix d'or sur le marché mondial de l'art. À titre d'exemple, sa toile Volver a empezar, qui veut dire recommencer, a été vendue aux enchères à plus de 23 000 €.
C'est énorme. Mais l'engagement de Diago ne s'arrête pas une fois la porte de la galerie refermée. Ce qui est beau, c'est qu'une grosse partie de l'argent de ses ventes sert directement à réhabiliter son propre quartier à La Havane. Il soutient matériellement la communauté qui nourrit son art. Bon, prenons un peu de hauteur maintenant et passons du matériel à la portée plus philosophique de tout ça. Quatrième et dernière partie de notre exploration, le manifeste du marronnage. L'apogée absolue de la carrière de Diago, c'est sans conteste sa sélection pour représenter Cuba à la toute prochaine Biennale de Venise en 2026. Son exposition s'appellera Hombres Libres, donc Hommes libres, et sera sous le commissariat de Nelson Ramirez de Arellano. Et ce qui tombe à pic, c'est que ça s'aligne à la perfection avec le thème général de la Biennale, qui cherche justement à mettre en lumière les voies historiquement marginalisées et les rituels de guérison. Autant dire que ça offre à Diago une tribune internationale évidente et totalement méritée. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la façon dont il réactive ce vieux concept de marronnage. Historiquement parlant, le marronnage, c'est cet acte d'esclaves qui s'enfuyaient dans les montagnes ou les forêts pour créer des communautés libres. Mais pour Diago, attention, ce n'est pas qu'un vieux chapitre dans le livre d'histoire. Pas du tout. Pour lui, c'est un outil bien vivant, une vraie stratégie de souveraineté intellectuelle. C'est une pratique de résistance active au quotidien contre les inégalités qu'on vit encore aujourd'hui. Et tout ça, ça va construire une expérience totalement immersive pour les futurs visiteurs à Venise. L'installation est pensée comme un véritable parcours psychologique en 3 temps. D'abord, l'ambivalence. Des silhouettes presque humaines, très silencieuses, semblent nous accueillir dans un espace rituel tout en nous jaugeant. Ensuite, la confrontation tactile. On fait face à ces métaux rouillés et ces bois meurtris, ce qui casse complètement la distance confortable qu'on a d'habitude dans un musée. Et enfin, on arrive à la tension éthique. Ces figures se transforment en miroirs accusateurs et nous poussent à une vraie introspection morale sur la résilience et sur notre propre rapport à l'histoire. Au final, toute cette immersion nous laisse sur une question absolument cruciale. Face à la violence des structures historiques et à la rudesse de notre présent, est-ce que la liberté est juste un statut institutionnel, un acquis passif? Ou bien est-ce une conquête de tous les jours, une tension éthique de tous les instants? L'œuvre de Roberto Diego ne nous laisse aucune porte de sortie confortable. Elle nous oblige impérieusement à regarder nos cicatrices en face, qu'elles soient individuelles ou collectives, et à ne jamais, au grand jamais, détourner le regard. Eh bien, merci d'avoir suivi cette exploration, et n'oublions pas de continuer à questionner le monde qui nous entoure.